Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir un si beau plateau, c'est ce qu'on m'a dit, mais effectivement je confirme, pour une réflexion autour des nouveaux espaces, de la transformation des espaces scolaires et du nouvel espace classe. On va essayer de faire le point avec nos invités pour savoir si effectivement c'est encore un projet, une idée fumeuse ou si elle trouve écho dans la réalité de terrain. Et je vais laisser d'abord se présenter les invités. J'ai essayé de faire l'exercice de regarder sur LinkedIn qui était qui faisait quoi, bien qu'on se connaisse déjà un petit peu. Et curieusement, tous ceux qui naviguent dans cette réflexion autour de l'éducation de demain sont un peu entre la schizophrénie et la multi-activité. Donc c'est très dur de résumer qui fait quoi exactement parce qu'ils sont toujours à plusieurs entrées. Donc le mieux, c'est que les gens se présentent. Ça sera beaucoup plus fiable que ma présentation personnelle. Bonjour, donc Audrey Campbell, je suis enseignante en physique-chimie, je suis formatrice académique et je travaille aussi à la DAN de Versailles, je fais les formations et il y a 1 an j'ai monté un projet pour avoir une classe innovante en sciences, Collège des Sablons de Viry-Châtillon dans le 91. Donc je viens pour témoigner en fait de l'aboutissement de ce projet et de comment je vis ce projet avec mes élèves depuis la rentrée de septembre. Merci. Bonjour à tous, Aurélie Eveline, je suis professeure en histoire-géographie au collège Lardillère de Nézan à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val d'Oise. Je suis également formatrice au numérique éducatif, chargée de mission en e-éducation à la DAN de Versailles. Dans le cadre de mes missions à la DAN de Versailles, je travaille sur le réaménagement des espaces scolaires. Et comme ma collègue, je suis là pour témoigner des usages d'un espace classe réaménagé au sein de mon collège quand je fais cours en histoire-géographie. Bonjour, Claude Schmitt, principal du collège Vincent Van Gogh à Blénaud-les-Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, entre Metz et Nancy, pour situer un petit peu. Collège d'un peu plus de 600 élèves, qui est animé d'une vraie dynamique de projet depuis longtemps, et notamment une dynamique numérique. Et donc on a saisi l'opportunité, il y a 2 ans, de répondre à un appel à projet, et on l'avait centré initialement sur le réaménagement de 2 salles de classe au sein de l'établissement, et je vous raconterai la suite un petit peu plus tard. Beau teasing. Donc Laurent Janin, Université de Cergy-Pontoise. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'université, titulaire d'une chaire de recherche sur le sujet de l'aménagement des espaces et de l'impact sur l'apprentissage et la socialisation. Et donc je vous dirai 2-3 mots. Philippe Méraud, je suis associé au sein du cabinet Copilote Partners et aussi vice-président de la FINEF. Nous travaillons sur les sujets d'éducation et de numérique depuis plusieurs années maintenant. Et depuis 18 mois à peu près, nous avons pris l'axe de développement autour de la forme scolaire, notamment tiré par l'impact du numérique sur les aménagements d'espace. Et je vous raconterai aussi ce qu'on a fait avec Claude Schmitt dans son établissement. Bonjour à tous, alors je suis Christophe Caron, je travaille au ministère de l'Éducation nationale, à la direction du numérique pour l'éducation. Et je suis chef de projet services innovants et j'ai en charge plusieurs dossiers, dont le projet Archiclasse, qui travaille autour de la réflexion de la construction scolaire, la rénovation, l'aménagement en lien avec les collectivités territoriales. Merci pour ce petit tour de table. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en s'appuyant là pour le coup sur des exemples concrets, de voir comment aujourd'hui des enseignants, des chefs d'établissement ont réfléchi à un changement de la forme scolaire et on essaiera au fur et à mesure de ces petits échanges de voir si on peut arriver à déterminer un petit peu les bénéfices directs ou indirects constatés auprès des élèves. Donc je vais laisser la parole à Audrey et à sa collègue qui vont vous faire une petite présentation. Donc sur la genèse de votre projet. Donc, Du coup, on va vous présenter un espace pour mieux apprendre. On peut passer à la première diapo. On va commencer par vous présenter l'origine du projet. Donc voilà,
Là, c'est la salle de classe que j'occupais avant le réaménagement qui a eu lieu au cours de l'année dernière. Vous pouvez voir déjà que cette salle de classe n'est pas traditionnelle. Il y avait déjà un début de réflexion. Le projet trouve son origine dans le constat d'élèves qui s'ennuyaient en classe, d'élèves qui avaient du mal à mémoriser, à comprendre et à restituer du coup les apprentissages lors des évaluations. Donc là, il y avait déjà eu un travail qui aboutit en classe à du travail de groupe sur des plages, sur des créneaux qui sont beaucoup plus longs, puisque je fais cours sur des longues plages horaires. Les élèves ont cours 2 ou 3 heures d'affilée, ce qui nous permet de manipuler, ce qui leur permet de parler ensemble des contenus, de réaliser des tâches complexes, de travailler avec le numérique et voilà, de pouvoir échanger ensemble au niveau du contenu. Donc ça, c'est pour mon projet. Ça, je le montrerai après, du coup, c'est pendant. Je passe, du coup, voilà, deuxième projet. Donc sur la gauche, vous avez la salle de sciences traditionnelle qu'on retrouve dans beaucoup d'établissements, qui est donc mon ancienne salle, avec donc une position très frontale des élèves. Donc la photo est prise du bureau de l'enseignant, qui est aussi en frontale, donc dans un esprit transmissif, l'estrade et le tableau derrière moi. Dans l'esprit de pratique innovante, utilisant le numérique, je me suis retrouvée bloquée avec cette salle où les paillasses se sont quand même fixées au sol, donc pas moyen de bouger. Alors on arrivait à faire des travaux de groupe, mais on déplaçait les chaises, enfin c'était un petit peu épique. Au moment où il a fallu penser une nouvelle salle de sciences, puisqu'on avait des besoins, un surnuméraire d'enseignants. Donc en bas à droite, vous avez une ancienne salle de technologie, une salle traditionnelle, donc avec des tables positionnées dans différents sens. Le projet a été de réaménager cette salle pour la rendre ergonomique dans mes pratiques innovantes, tout en gardant le côté sécurité, puisqu'en sciences, je ne peux pas non plus m'affranchir de cette partie-là. Il me faut quand même des paillasses et un endroit sécurisé pour manipuler. Donc l'idée a été de passer de la diapo de gauche à une salle de sciences dans laquelle je pourrais utiliser les pratiques innovantes pour rendre les élèves actifs dans leur apprentissage et pas figés comme c'était là, et sans cet esprit frontal en fait, où ils pourraient accéder facilement au tableau, il n'y a pas d'estrade, la pièce est à tout le monde, à eux comme à moi. Merci pour cette présentation. On reviendra après sur l'aboutissement et sur la situation, la mise en situation d'apprentissage, pour revenir un peu plus précisément. Juste une petite question, vous avez été instigatrice de ces 2 transformations, de ces projets, ou ils ont été portés par d'autres personnes? Moi, je suis instigatrice. Il y avait un besoin d'une nouvelle salle et j'ai fait les plans de la salle, en fait. D'accord. En partenariat avec mon chef d'établissement, bien sûr. Et nous, de notre côté, on a profité de l'appel à projet de la collectivité territoriale du département, donc du Val d'Oise, qui nous a permis d'avoir une équipe projet vraiment soudée autour du projet, puisque là, je vous ai présenté la salle de classe dans laquelle je fais cours, mais il n'y avait pas que cette salle dans notre projet. Et du coup, l'équipe projet était composée des 2 chefs d'établissement et de 4 enseignants. Donc on a réfléchi ensemble pour ce projet. D'accord, merci. On revient justement, si je rebondis sur la genèse un petit peu de tous ces projets, comment aujourd'hui un chef d'établissement arrive à réfléchir quelque chose, à entraîner toutes ces équipes et pas forcément des gens qui étaient a priori partants tout de suite? Alors dans le cas de notre établissement, le projet, on a dû le déposer très très rapidement sans pouvoir vraiment le construire en amont avec l'ensemble des équipes. Mais on avait cette opportunité-là, elle était sur un temps très court. Donc on a quand même déposé le projet, comme je vous l'ai dit juste avant, qui était au départ basé sur 2 salles de classe. Et lorsqu'on a présenté en conseil pédagogique à l'ensemble des personnels, enfin à l'ensemble des représentants de chaque discipline, là d'emblée on a senti que ce projet accrochait et les enseignants nous ont sollicité pour qu'on ne se limite pas à ces 2 salles de classe, mais qu'on puisse l'étendre à l'ensemble de l'établissement. Et quand je dis ensemble de l'établissement, on a gardé la salle de classe. On a également investi la salle multimédia, qui était une salle avec 25 PC et dont moi, dès le départ, je n'avais plus envie, j'avais envie de la voir autrement, de la transformer pour qu'elle soit beaucoup plus collaborative. Et on voit bien, même maintenant, dans les nouvelles constructions d'établissements, que cette salle multimédia, elle se pose en question. Et puis on a la chance aussi dans l'établissement d'avoir de grands espaces qui sont à proximité et du CDI et des 2 salles de permanence. Donc l'idée vraiment, c'était de réinvestir l'ensemble de ces espaces. Et
lorsque la proposition nous en a été faite, on s'est vraiment posé la question au comité de pilotage, puisqu'on est dans le cas d'un collège numérique laboratoire, donc un collège lab, en lien avec l'appel à projet. Et donc, on avait un comité de pilotage avec la DAN de l'Académie de Nancy-Metz et avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc, les deux partenaires de départ qui nous ont permis de rendre possible ce projet-là. Et en comité de pilotage, on s'est dit, il faut qu'on arrive à solliciter l'avis des usagers. Et donc, on a réalisé un hackathon au sein du collège. On en parlait tout à l'heure dans un précédent atelier. Et effectivement, ce moment collaboratif, il a été central. Donc, sur le hackathon, on a vraiment été sur du volontariat pour les enseignants, mais on avait également des agents du collège, donc les ATTE qui ont été associés. Donc, les agents techniques, mais également les personnes de service pour qui il faut être attentif, puisqu'on vient aussi bousculer les espaces. Et donc, en termes de nettoyage de l'ensemble des espaces, ça a son importance. On y a associé des élèves. Et ce hackathon, il a vraiment été précieux aussi parce qu'il a rassemblé des gamins du collège avec des enseignants, avec des agents. Alors, ils se parlent régulièrement, mais là, ils se sont vraiment parlé différemment. Et ça a vraiment été quelque chose de très, très pertinent, très, très intéressant et qui a vraiment donné la dynamique au projet et qui nous permet d'avoir bien avancé depuis ce hackathon qui s'était déroulé au mois de février de cette année scolaire. Alors, j'entends effectivement la genèse, l'idée, l'envie de changer, accompagner du monde, mais à un moment, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc, il y a des gens, comment aujourd'hui, Copilot Partners, comment ça s'articule? Vous, sûrement d'autres acteurs qui ont pu venir aider à consolider, à finaliser ce projet. Comment s'est fait cette rencontre et comment vous avez pu commencer à travailler ensemble? Alors, la DAN de l'Académie de Nancy-Metz avait sollicité Philippe Méraud et d'autres personnes de Copilot Partners pour assister au hackathon. Et puis, nous, à l'issue du hackathon, lorsqu'on a débriefé en comité de pilotage, on s'est vite rendu compte qu'il nous manquait deux choses fondamentales. La première chose, on avait besoin d'une culture commune et d'où l'accès à la ressource Archiclass dont Christophe Caron vous parlera après. Mais on avait besoin également aussi de s'appuyer sur des professionnels pour justement prendre en compte toutes les contraintes architecturales, toutes les contraintes sonores, les contraintes de température. Et cette expertise-là, nous ne l'avions pas. Et donc, nous avions besoin absolument de pouvoir se rapprocher d'un cabinet. Ici non plus, sur la température, ils ne l'ont pas. Enfin, ça, je confirme. Et donc, sollicitations auprès de Philippe Méraud et Copilot Partners. Et donc, il rentre dans le projet. Merci, Claude. Tournez le dos. Oui, en fait, on a eu nous, la chance, effectivement, d'être invités à participer à ce hackathon. Et à un moment où on était déjà, on s'interrogeait beaucoup sur nos pratiques et on avait envie d'investir un petit peu plus le champ du réaménagement et de la forme scolaire. Donc on s'est assez vite rapproché du collège, de la DAN et du département, parce que ce projet en plus avait une valeur, on va dire, de transférabilité et de démonstration. Donc c'est ce qui nous a beaucoup séduit et intéressé. Et on est intervenu pour passer du mode, on va dire, hackathon au mode projet. Alors on a l'habitude de travailler plutôt sur des grands projets d'organisation ou de réorganisation. Donc là, c'était un projet plus petit, mais finalement, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait que ce qu'on fait d'habitude. Donc il y a eu des phases déjà de prise en compte des objectifs, des problématiques, de la visite, de l'observation. Et puis, comme Claude l'a exprimé, il y a dans cet établissement le projet qui est très collaboratif, donc il y a eu beaucoup de travail de concertation avec les équipes. Donc on a pu animer toute une journée, notamment de réflexion avec une équipe d'enseignants, de personnel, d'élèves et de personnel administratif pour passer de la phase hackathon à la phase aménagement et ensuite la traduire avec effectivement des experts qui sont des architectes de notre partenaire, la société Cardam avec laquelle on travaille, pour passer donc d'une phase, on va dire, d'intention à une phase de projet avec des plans, avec des dispositions à l'échelle, avec des estimations de coûts, de travaux, etc. Et c'est le travail qu'on a fait durant toute cette période-là. Merci pour cet éclairage. Avant de rentrer et de revenir un petit peu sur l'utilisation, la mise en situation et l'utilisation de ces salles par les élèves, je voulais savoir auprès de Laurent Janin, qui a une vision un peu transversale en tant que chercheur, est-ce que ce type de pratique, de partenariat, c'est des choses qui se font beaucoup, que vous avez déjà vues en pratique?
Alors, ces types de partenariats dans le cadre de l'architecture existent depuis une quinzaine d'années au niveau mondial, avec aujourd'hui des résultats qui commencent à sortir sur l'impact ou pas de ces types de méthodes. Donc ça commence à devenir assez intéressant avec la pluralité des acteurs mais qui sont présents. Mais on peut revoir aussi une expérience qui est pas si vieille chez nous. La mise en place des ENT a été mise en place avec presque les mêmes acteurs sur le territoire, une structuration un peu identique, des problématiques d'idéation et de design thinking un peu différentes parce que on n'était pas autant proches, mais on voit qu'il y a une politique d'intégration de l'innovation en France qui est aujourd'hui s'oriente un peu vers les utilisateurs, avec parfois, on le voit aussi à l'étranger cette fois-ci, une vraie question de la part des collectivités, que ce soit en Allemagne avec les Landes ou autres, de remettre la responsabilité de la réorganisation des espaces scolaires chez les usagers. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais s'il n'est pas pensé cette réorganisation avec les usagers, en reprenant en compte que les usagers, ils doivent pas forcément, donc les usagers c'est-à-dire les enseignants, ils doivent pas forcément avoir un turnover de 7 ans au maximum dans un établissement scolaire qui peut avoir une cause autre dans la réorganisation. Donc ça, des tests sont faits en Allemagne et on peut le voir aujourd'hui sur les derniers travaux qu'il y a en Angleterre. Qui ont conduit à ce qu'une démarche participative de ce type-là ait un résultat effectif sur le climat scolaire de 5 ans. 2 ans avant la rénovation ou la construction, 3 ans après. Après, on retrouve les résultats de ce qu'il y avait avant. Donc, mais ces travaux-là anglais sont vraiment à l'initiative et au début parce qu'ils font le bilan de plus de 10 années de travail de ce type-là. On reviendra un petit peu en fin de table ronde justement sur ces éléments de recherche qu'on pourra pour pouvoir essaimer. On va revenir justement sur les utilisateurs et les utilisateurs. Effectivement, il y a les enseignants, mais il y a aussi les élèves. Enfin, on en parlait tout à l'heure avant la réunion en off avec Christophe Caron. Il ne faut pas oublier quand même que tout ça s'articule dans un but précis, c'est la réussite de nos enfants et des élèves. Donc l'utilisateur, et on va justement revenir avec nos 2 enseignantes sur la mise en situation dans ces espaces repensés. Alors, si c'est possible de revenir juste sur la diapo d'avant. On voit la salle. Alors encore... Non, alors moi c'est plus loin en fait. C'est histoire. Avancer. Encore. Et le diapo d'après. Voilà, encore un coup. Voilà, juste la photo là, ou le plan. Donc le plan, la porte est en haut, on rentre sur la droite. Donc l'idée, c'est que le bureau ne fasse pas front aux élèves et n'obstrue pas le passage vers le tableau interactif. Donc le tableau interactif est sur la gauche. Un espace mobile au milieu avec les chaises roulantes, comme on trouve dans les Médiapôles ou à la Danne de Versailles. La première fois que je me suis assise dessus, je me suis dit, mais ça serait génial si les élèves avaient ça. Pour pouvoir changer la configuration de la salle en fonction des situations d'apprentissage, en mode écoute, en mode groupe, faire bouger les groupes. Ça dynamise vraiment le cours. Et puis en fond de salle, vous avez donc des paillasses fixes, parce que ça, pour le coup, j'ai pas le choix au niveau de la sécurité. Donc des paillasses qui tapissent les murs avec l'évier au bout, et des îlots paillasses qui sont disposés aussi au fond de la classe. Et les ronds, là, c'est les tabourets, enfin les chaises qui se rangent sous les tables, puisqu'en fait, ils peuvent manipuler et errer dans la classe, enfin se mettre assis, debout. C'est eux qui choisissent la posture qui leur convient. Donc sur la diapo d'après, vous avez la photo de l'aboutissement. Donc c'est vu. Donc on entre par là dans la salle. Sur la droite, vous avez mon bureau qui est ouvert. Donc c'est un espace qui n'est pas cloisonné et juste réservé à ma personne. Les fameuses chaises roulantes qu'ils affectionnent particulièrement. Donc l'accès au VPI qui n'est pas... donc il n'y a pas d'estrade, n'importe qui accède au VPI, que ce soit moi, eux, selon leurs besoins. Sur la gauche, vous avez un meuble gris avec un peu de verre dessus, c'est le meuble à tablette, donc j'ai 30 tablettes pour manipuler. Et au fond de la salle, les fameux îlots et les paillasses qui sont sur le long des murs pour ne pas gêner l'espace. L'idée, c'est qu'on puisse circuler facilement dans cette salle avec 30 élèves. Alors, des fois moins, mais j'ai des fois des demi-groupes, mais j'ai des fois 30 élèves, sans se bousculer, sans gêne. Et donc, la salle est quand même très grande, ça facilite. Et donc, si on peut avancer. Donc, mes élèves ont capturé, donc ça, c'est l'entrée de ma salle. Voilà. Baisser le son, la musique n'est pas... Donc, vous montrez la salle qui vit avec mes élèves. Donc, il y a des photos, des vidéos qui ont été prises par eux, donc indulgence sur les plans de vue. Donc, là, changement de configuration. Donc, on était juste avant dans un mode où ils regardaient le VPI pour faire des exercices interactifs. Là, ils sont en mode réflexion, donc par groupe. Ils ont une tablette à la main.
Donc la phase d'appropriation, avant de comprendre ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, ils vont pouvoir commencer à se déplacer au gré des activités et des besoins. Donc moi, j'ai préparé le matériel et disposé un peu partout dans la salle. J'ai des PC aussi au fond de la salle qu'ils peuvent utiliser si besoin. Et puis c'est eux qui partent à la quête donc d'indices, d'informations pour construire leur savoir au travers des activités que je leur ai préparées. Donc le but, c'est en fin de séance, ils ont compris la notion et ils ont découvert la notion. Donc sur le VPI, il y a un chrono qui passe. Donc là, on m'a vu, je circule dans la salle, ils ne se rendent pas forcément compte de là où je suis, ils peuvent m'appeler à tout moment. Donc là, les tablettes qu'ils peuvent aller chercher dès qu'ils en ont le besoin. Donc la circulation est libre, donc ça m'a demandé un petit peu de temps en début d'année pour expliquer un peu comment on allait fonctionner, puisque dans l'ancien mode, les élèves restent assis à leur place, ne se déplacent pas, on a des règles. J'enseigne en REP, les élèves ne sont pas forcément faciles et ça peut dégénérer assez rapidement, donc l'idée était vraiment de leur laisser des degrés de liberté supplémentaires en restant concentrés sur les apprentissages. Et le nouveau mode avec cette salle, ils aiment la salle en elle-même, mais au-delà de ça, l'investissement, j'observe un investissement grandissant dans les activités, ils sont dedans, quoi. Ils s'occupent pas de moi, quasiment pas, sauf quand ils sont bloqués ou qu'ils ont besoin d'une validation. Ils travaillent beaucoup en groupe, donc là vous allez voir, ils collaborent même à 6 mains pour faire l'activité. Donc ce sont des compétences qui sont révélées par ce genre de pratique, de coopération. Voilà, ils ont des énigmes, des coffres à ouvrir. Et à la fin de la séance, bien sûr, la connaissance qui aboutit. Voilà, donc c'est l'interaction sur le VPI. Donc il y avait un calcul à faire. Donc le résultat du calcul ouvrait un code et leur débloquait une étoile pour la poursuite de l'activité. Et donc les ateliers sont tournants et voilà, ils construisent leur savoir pendant 1 heure. Souvent, ils me disent « Ah, c'est déjà fini ?» Moi, je cours un peu partout parce que je me déplace au fil de l'eau, mais je vais laisser ma collègue. Du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Désolée. Alors, du coup, j'ai pas mis de vidéo. On a fait les deux. Elle a mis une vidéo, du coup, j'ai mis des photos. Alors, je vais repartir, voilà. Donc, du coup, pour le projet, on va passer à la diapo suivante. On a été accompagné par la DAN de Versailles et par le département du Val d'Oise dans le cadre de l'appel à projets éducatifs innovants. Donc, on a pu réfléchir au projet en équipe. Bon, pour cela, vous avez la maquette qui est à gauche avec les Lego. On a vraiment pris le temps de réfléchir aux objectifs pédagogiques, au fil conducteur, à la problématique de notre projet, avant de le modéliser avec des Lego, tous ensemble, puis d'arriver à la modélisation en 3D avec un logiciel qui nous permettait du coup de pouvoir présenter nos objectifs pédagogiques avec la future salle réaménagée. Donc ça, c'est le projet tel qu'on l'a présenté avec le visuel de droite, la modélisation. On peut passer à la slide suivante et là, vous voyez la salle telle qu'elle est maintenant avec le mobilier innovant. Donc on a différents espaces. Vous voyez des îlots avec 6 tables systématiques. En fait, là, j'ai un petit peu réagencé, mais l'idée, en fait, c'est qu'il y ait 4 ou 5 élèves maximum par îlot de travail. Les îlots sont plutôt dos au TNI. Ils sont chacun tournés vers un tableau Velleda. Et en fait, les élèves ont, pour leur travail de groupe, systématiquement les consignes en début d'heure. Donc là, ils prennent leur chaise, ils la tournent 5 à 10 minutes vers le TNI. Je présente les objectifs, les contenus d'apprentissage et les compétences travaillées. Et ensuite, ils ont 2 tablettes par groupe de 4 ou 5 et un tableau Velleda. Il y a un coin avec des canapés qui est un coin de remédiation. Quand un élève ne peut pas encore faire la tâche avec son groupe, il peut s'installer dans les canapés. Et un élève qui a mieux compris et t'amener à lui réexpliquer. Donc on travaille beaucoup avec le tutorat entre pairs. On peut passer à la slide suivante. Je pense que j'ai... Alors, ouais, non, encore après. Ouais, ça va être là. Après, voilà. Donc là, si je reprends, on va revenir un peu en arrière.
Voilà, donc là on a un groupe de travail qui réfléchit, d'abord il travaille individuellement pour ensuite mettre en commun, et vous voyez à proximité il y a un tableau Velleda qui est disponible. Si on avance un peu, voilà, les tableaux Velleda, même chose que pour ma collègue, ils ont une libre circulation au sein de la classe. Donc ils peuvent se lever lorsqu'ils en ont besoin, ils vont au niveau des tableaux Velleda pour se réexpliquer des contenus ou pour faire le plan d'une rédaction sous la forme d'une carte mentale, mais pas forcément. Là, sur la photographie, c'est ce qu'on voit. Mais quand on travaille des croquis d'organisation de l'espace en géographie, ils peuvent également être amenés à réfléchir à la légende organisée ensemble sur les tableaux Velleda avant de le faire au propre sur leur propre cahier. Et donc voilà, si je résume, au niveau de la classe, donc là vous voyez, les élèves travaillent avec des tablettes, certains sont au niveau des tableaux Velleda, d'autres sont au niveau des canapés avec des iPads partout dans les différents groupes. Au tableau, on ne le voit pas très bien, mais en fait, l'écran, il y a un bloc notes à gauche sur l'écran du TNI, avec les consignes du travail à effectuer de façon autonome. Ils ont bien sûr un parcours de e-éducation sur la plateforme ELEA qu'ils peuvent consulter et sur lequel ils retrouvent en fait des ressources, des coups de pouce, des éléments pour aller plus loin, des éléments de différenciation. Et à droite sur le TNI, en fait, ils ont le chronomètre qui leur permet de savoir combien de temps il leur reste pour avancer sur l'activité avant qu'on refasse un point collectif pour les relancer ensuite et dynamiser. Là, c'est une classe de 4e. En général, on a un chrono qui est entre 15 et 20 minutes. Au-delà, la tension retombe. Donc, je fais des points, en fait, toutes les 15-20 minutes. Des fois, un peu plus fréquemment. Tout dépend, en fait, des élèves. Tout dépend de la situation et du contexte. Voilà. Merci pour ces focus. Mais alors effectivement, on a l'habitude toujours de montrer ce qui est beau, ce qui semble facile à mettre en place. Et c'est pour ça que j'allais rebondir là-dessus. C'est pas toujours aussi facile que ça. Et pour que ça peut être transposable, il faut quand même qu'on puisse appuyer aussi, on en parlait tout à l'heure d'auto de table ronde, sur des échecs et des errements. Comment se positionne aujourd'hui, Christophe Caron, le ministère, par rapport à le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, par rapport à tous ces projets ? C'est une question très intéressante et on s'est beaucoup posé la question justement de savoir comment on allait se positionner sur un sujet, sur une thématique qui relève maintenant des collectivités territoriales. C'est-à-dire la construction, la rénovation, l'aménagement, le mobilier, tout ça, quasiment le ministère n'a pas à s'en prendre. Voilà. Il faut que ce soit les collectivités qui le fassent. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que l'intégration du numérique, comme on peut le voir dans ces projets-là, et dans celui de Claude Schmitt que je connais bien maintenant, c'est que l'intégration du numérique bouleverse la pédagogie. Et ça, c'est un peu le nœud central. Il amplifie les pédagogies actives, et cette pédagogie active impacte l'architecture scolaire. Et pour moi, si j'avais un seul message à passer, c'est ça. S'occuper de l'espace pour l'espace, ça ne sert à rien. Changer les classes pour changer le mobilier, pour avoir du beau mobilier, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui est primordial pour nous, c'est la place de la pédagogie, la réflexion sur la pédagogie. Si on ne réfléchit pas à la pédagogie qu'on met en place, la pédagogie actuelle, mais surtout ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, et ensuite, et seulement ensuite, aller vers la réflexion sur les espaces, si on ne fait pas ce chemin-là entre pédagogie et espace, on rate quelque chose. Et c'est pour ça que dans Archiclass, ce qu'on essaie de faire passer comme message aux collectivités, puisque c'est une thématique qui les intéresse, c'est qu'il faut qu'ils travaillent avec l'ensemble des acteurs de l'école. Travailler avec l'ensemble des acteurs de l'école, c'est travailler avec les enseignants, comme on l'a dit, mais pas seulement. Les élèves aussi ont toute leur place dans la discussion, dans la réflexion. Les parents d'élèves, les partenaires de l'école, les personnels, tous les personnels, voilà. Il faut que chacun de ces acteurs-là travaille avec, bien sûr, l'appui de la collectivité, qu'ils réfléchissent tous à ce qu'ils vont faire dans ces espaces. Et c'est en ça que Archiclass peut apporter une aide dans la réflexion. C'est une aide autour de la pédagogie. Il ne faut pas que ce soit simplement une problématique de construction ou de bâti scolaire. On est sur une problématique de pédagogie qui a forcément des impacts importants sur l'architecture scolaire. Effectivement, Archiclass, me semble-t-il, a une vision un peu vraiment transversale de la pédagogie, à l'aide au plan, et ainsi de suite, pour pouvoir aider à la co-construction. Oui, avec ces étapes de réflexion, de
collaboration, de co-construction. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent justement de réfléchir à la mise en scène de sa pédagogie. Voilà. Il y a un accompagnement parce que on parle de collectivité, il y a des directions de l'éducation, de l'architecture qui ont les moyens de réfléchir à ça. Il y a aussi des petits maires de communes qui ne sont pas designers, qui n'ont pas les compétences sur ces sujets-là. Et on essaie également de les accompagner. Il ne s'agit pas pour nous de nous adresser simplement à des initiés qui savent, mais d'accompagner tout le monde sur une réflexion qui associe l'ensemble des acteurs pour faire un chemin. Attention, on ne vise pas l'école idéale, la vitrine ultime du lycée ou du collège. Il s'agit d'avancer tous ensemble, chacun à son niveau, et de parcourir un chemin qui ne sera peut-être qu'une étape, mais qui permettra ensuite de nouveau vers l'avant. Merci Christophe. Juste avant de faire un point sur l'état de l'art au niveau de la recherche, juste Claude Schmitt, vous pouvez me rassurer, ce chemin, c'est pas un chemin de croix. Il y a quand même des bonnes choses derrière, parce que on se doute qu'il y a des errements, des tâtonnements. Ah, c'est inévitable. Bon, déjà, entraîner 100% de la population enseignante, c'est un doux rêve. Mais ça marche plutôt bien. En fait, cette co-construction, alors c'est peut-être parce que j'ai un terreau favorable dans mon établissement, mais je reste convaincu qu'en y associant et les enseignants et les élèves, on tend vers un bouleversement, et comme Christophe Caron le disait, un bouleversement aussi de la pédagogie, parce que c'est ça l'objectif. Je rejoins complètement. L'établissement était collège préfigurateur juste avant, donc on a vraiment la chance de disposer d'environ 500 tablettes numériques. Alors pour certaines qui sont confiées aux élèves et pour d'autres qui sont à disposition au sein de l'établissement. Et ces tablettes ont été un pas de plus vers la modification des espaces parce que les gamins avaient besoin de s'en servir en collaboratif. Nous, on a des salles qui sont beaucoup plus petites que celles que vous avez pu voir. Donc il faut qu'on soit aussi inventif. Et c'est vrai qu'Archiclass nous a vraiment fait du bien de ce côté-là. Ça nous a permis de déclencher une culture commune. Quand on parle des catégorisations des espaces pédagogiques d'Archiclass, ça a du sens maintenant dans l'établissement. Et donc, le fait que les élèves s'en soient emparés aussi, ça oblige, on va dire, un petit peu les enseignants, certains enseignants qui n'avaient pas trop envie d'y aller, à y rentrer petit à petit. Ça nécessite aussi un accompagnement, parce qu'il est évident que c'est violent pour certains collègues. Il faut qu'on arrive à les accompagner, ne pas être trop ambitieux non plus. Donc les choses se font sereinement. La salle multimédia, maintenant, c'est une salle vide au jour d'aujourd'hui. Parce que sur les salles de classe, je pense que ce que les collègues ont montré, c'est bien. On a à peu près la même chose. Pour moi, la salle de classe, c'est peut-être l'endroit le plus simple à aménager. Par contre, la salle multimédia, elle est vide. Et le mobilier, maintenant, il se trouvera, parce que pour l'instant, il ne s'y trouve pas, mais il s'y trouvera sur les côtés de la salle. Et les salles étant petites, on a la chance aussi d'avoir un couloir qui est assez grand. Donc, on se dit, allez, on va aller faire cours dans le couloir aussi. Ou en tout cas, les élèves pourront aller dans le couloir pour réaliser leurs travaux. Donc, et tout ça, c'est les élèves, ce sont les enseignants aussi qui nous le demandent. Et on en avance petit à petit. Merci. Donc moi, j'ai pas de belles photos aujourd'hui. Par contre, depuis le début du projet, on a choisi un hashtag sur Twitter. Et si vous le tapez, vous pouvez retrouver toute la temporalité du projet. Prenez des notes, parce que le hashtag est long. Ouais, il est facile. Donc c'est #Blénaud, BLENOD, Col, CO2L, Num, Lab. Blénaud, Col, Num, Lab. Tout simple. Bah oui, c'est facile. Archiclass. D'accord. Donc, autrement, vous allez sur Archiclass, ce sera aussi simple, ou par le compte Twitter. Alors, on avance sur le timing, et puis je voudrais quand même laisser la parole pour avoir un petit état de l'art de la recherche sur justement ces espaces, et puis on laissera le mot de la fin de ce que disent les élèves par rapport à ces nouvelles formes d'apprentissage. Laurent, s'il te plaît. Donc, je vais juste rappeler les 5 grands axes aujourd'hui internationaux. Le premier, c'est la problématique de l'architecture. Donc, c'est-à-dire pour une même empreinte foncière, comment on est en capacité de transformer des espaces. On parle souvent de défonctionnalisation, c'est-à-dire que la salle de physique-chimie où j'étais un ancien enseignant de physique-chimie
ne devient plus une salle de physique-chimie, avec même la possibilité aujourd'hui en Espagne d'avoir des paillasses mobiles, voire des paillasses multiformes pour accepter SVT et autres matières. Mais donc on pose la première question, l'architecture, complexe, simple, humble, comme par exemple le manifeste des lycées du futur. Donc comment se structure l'architecture? On sort de la classe cette fois-ci, et comme disait M. Schmitt, on attaque les surfaces inutiles, les couloirs, les escaliers. Donc c'est vraiment une problématique architecturale. On sort du dossier archiclasse qui travaille sur une classe et on travaille sur le bâtiment complet. Et comment s'articule le bâtiment complet dans une gestion patrimoniale d'une collectivité? Premier axe de recherche. Deuxième axe de recherche aujourd'hui, c'est les conditions techniques nécessaires pour un apprentissage. Donc on va revenir à des choses, l'acoustique, la luminance, les qualités d'air et autres dispositifs, et la mobilité. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la nécessité d'avoir une mobilité. On sait par les travaux que la mobilité, la qualité de la lumière, la qualité de l'acoustique sont importants. Et dans les collectivités et dans les prérogatives, dans les référentiels constructifs, c'est pas forcément des éléments qui sont mis en avant. La troisième chose, c'est l'impact de la méthode. Comme j'évoquais tout à l'heure, avec les premiers résultats un peu anglophones qui commencent à sortir, en disant bah oui, en fait le fait qu'on prenne de la considération pour les usagers qui sont à l'intérieur fait que ça engage une dynamique forte, parfois de mise en interface et de mise en relation avec des corps de métier qui n'existaient pas, parfois en dehors de l'école, c'est-à-dire que la rénovation d'un établissement scolaire peut être un prétexte tout simplement pour pouvoir redonner du dialogue entre les partenaires, et parfois il n'y a même pas d'impact chez les élèves, mais ça a eu un impact très fort dans un dialogue entre acteurs, donc c'est aussi important de le noter et de le reprendre en compte. Le quatrième axe, c'est la problématique de, alors on va le dire, les compétences du XXIe siècle, même s'il n'y a pas de réel travail sur ces choses-là, c'est-à-dire comment aujourd'hui une architecture au sens large, alors on va l'ouvrir un peu parce que là on parle d'espace, mais si les résultats qui remontent par exemple de nos collègues australiens, si on repose pas la question de l'emploi du temps, c'est mort quoi. C'est-à-dire que si on ne repose pas la question à un moment donné de la restructuration des cours en 45 minutes, de l'articulation d'un parcours classique lycéen, seconde, première, terminale, est-ce qu'on peut pas envisager un parcours élève qui lui permet d'avoir le bac en 2 ans à la sortie du collège? Si ça, c'est pas re-questionné à un moment donné, ça va redevenir très compliqué de gérer dans la vieille philosophie chinoise. L'espace vit avec le temps, et c'est facile de s'accoutumer au temps et c'est très difficile de s'accoutumer à des espaces différenciés. Donc à un moment donné, il faut travailler les deux. Si on travaille sur des belles couleurs, des belles choses, des choses qui sont engageantes, parce que ce que les collègues évoquaient en recherche, c'est ce qu'on appelle des espaces sociophuges, sociopètes, c'est-à-dire qui encouragent et qui engagent à la tâche, avec parfois une différence qu'on voit sur des collaborations verticales horizontales qui sont pas identiques, parce que les collègues, le matériel n'est pas identique. Et enfin, le dernier gros travail de recherche qui est en train de se mener aujourd'hui, mais qui sort un peu du cadre de ceci, mais il faut quand même en parler, c'est comment au sein de collectivités aujourd'hui, l'établissement scolaire n'est plus ce qu'il est. C'est-à-dire comment aujourd'hui un collège est un collège, mais dans 10 ans ce sera un collège plus un Maker Lab, plus une bibliothèque, plus un petit bout, et puis comment dans 20 ans il est vendu, parce qu'il ne rentre plus dans le cadre de migration de population, d'élèves un peu qui arrivent, qui partent, et on le voit aussi avec des cas des éléments des CP, CE1 dédoublés, on le voit avec l'arrivée des migrants, sur une architecture qui doit être modulaire, défonctionnalisée, mais pris en compte sur l'ensemble d'un territoire et pas uniquement sur un espace foncier scolaire. Merci pour ces précisions. Et pour se laisser un petit peu de temps aux questions, on va juste... alors c'est pareil, c'est une vidéo, si on peut voir un ou deux témoignages d'élèves sur justement ce qu'ils pensent, eux, de ces changements. Pour des soucis de droit à l'image, on n'a pas pu, dans les temps qui ont été ceux qui ont précédé cette table ronde, faire des captations et avoir ce qu'il fallait. Donc, du coup, ce qu'on vous propose, ce sont des témoignages d'élèves qui... ont témoigné à la fin de l'année dernière, donc avant qu'on reçoive le mobilier, mais déjà sur les pratiques pédagogiques qui avaient changé. Voilà. D'apprendre à son rythme. À l'école, avoir des matériaux faits pour ça aussi. Par exemple des tablettes, etc. Pour moi, apprendre autrement, c'est pas seulement avoir les moyens avoir des moyens technologiques ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi avoir la chance de pouvoir travailler à son rythme et à son niveau. Pour moi, apprendre autrement, c'est avec de nouveaux matériaux et pouvoir discuter entre élèves pour assimiler plus facilement les nouvelles connaissances. Donc la suite à la prochaine vidéo sur après un an dans vos classes.
je vous remercie en tous les cas parce qu'on aurait pu y passer encore beaucoup de temps. On va laisser un petit peu de temps aux questions et au fameux jeu de lancer de cubes. Alors, qui veut prendre le premier cube? Je vais dire dans la tête, on va éviter. Qui veut poser la première question? Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Ah, attention, il est lourd. C'est pas vrai. Alors moi, j'ai une question pour Laurent. Parce que moi, je m'intéresse aux impacts de l'espace sur le bien-être, sur la créativité, et de savoir si vos recherches portent également sur tous les impacts neurophysiologiques que peuvent justement donner le volume d'une pièce, la couleur, les sons, enfin voilà, la lumière, les types de motifs qui sont utilisés, etc. Parce que pour le moment, les classes sont plutôt blanches. Et donc, je voulais savoir si vos recherches portaient également là-dessus. Alors, on a des expérimentations là-dessus sur des colorimétries de bleu et de travail de bleu, puisque là, des collègues chercheurs italiens ont montré que le bleu et un panel de bleu pouvaient être intéressants pour le développement de la créativité et un climat scolaire intéressant. Donc, on retravaille ça. On retravaille aussi un dossier qui a été déposé, qui a été un dossier de recherche en 2015 par Monsieur Barrett, qui a retravaillé aux conditions nécessaires pour l'amélioration des performances de classe. La difficulté du rapport de Monsieur Barrett, c'est que ce n'est que des éléments théoriques. Il n'a pas pu accéder à des classes. Donc maintenant, on essaie de voir dans la réalité quand on mesure qualité de l'air. Et donc là, on met en place avec la ville de Paris une question sur l'amélioration de la qualité de l'air, de la mobilité, de l'ambiance, de la colorimétrie sur des enfants asthmatiques. Et en fait, on pose la question, est-ce que si on améliore les conditions d'exécution de leurs différentes tâches dans l'école, est-ce qu'il y a amélioration de leur capacité respiratoire et donc diminution de l'asthme? En parallèle, est-ce que diminution de l'asthme est en équation avec amélioration de la qualité, enfin de la performance scolaire chez eux? Et inversement, est-ce que c'est vraiment l'école qui est un élément prégnant sur leur asthme ou est-ce que c'est le reste? Donc il y a plein de choses de ce type-là. Aujourd'hui, c'est des travaux de recherche qui sont très peu usités. Donc on a, nous, référencé à peu près 80 travaux de recherche là-dessus internationaux qui posent la question de la lumière, de la qualité de l'air, de la mobilité courte, la mobilité longue, de l'accès à la nature. Par exemple, l'accès à la nature, c'est aussi bien démontré pour les hôpitaux, dans les hôpitaux, que à l'école, qu'il faut avoir un élément d'accès à la nature, même dans son espace proche de proximité scolaire. Et donc, les colorimétries sont complètement à travailler aujourd'hui. C'est-à-dire que la nuance de blanc pastel, il faut que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, voilà, il y a ces travaux-là. Alors, ces travaux sont difficiles parce que ça veut dire qu'il faut qu'on dise à la collectivité, est-ce que vous êtes OK pour peindre maintenant, et puis repeindre dans 8 mois, et puis repeindre dans 18 mois, parce qu'en fait, on va regarder s'il y a vraiment une évolution de la performance scolaire avec ces dispositifs-là. Et donc là, ça coince un peu parce que les collectivités, les marchés publics et les choses classiques sont pas du tout dans ces éléments de dynamique. Là, aujourd'hui, ça commence à arriver avec, par exemple, des dossiers comme porte Christophe avec Archiclass, qui leur permet d'avoir une communication commune, qui permet, avec des dossiers comme les sociétés apprenantes, de pouvoir se reposer la question globalement de ce qu'on pourrait faire avec la recherche. Mais aujourd'hui, on est dans des systèmes d'épiphénomènes. Quand tout à l'heure, Lionel parlait de dissémination, on est vraiment là dans des éléments de tout petit épiphénomène, parce que les référentiels constructifs, ce que les collectivités ont l'habitude de travailler, ne sont pas forcément en adéquation avec des pédagogies qui peuvent engager. Par exemple, on reproche à la France de pouvoir avoir un rapport à la lecture très compliqué, mais il faut quand même savoir qu'il n'y a aucune recommandation sur la mise en place d'un CDI en termes d'ambiance, en termes de lumière. Si à la maison vous avez des lumières zénithales pour lire des livres, c'est quand même très désagréable, des lumières de collège, et que par exemple rien n'est fait encore aujourd'hui pour retravailler sur ces zones-là. Très peu de travaux ont été faits sur encore ces CDI, sur ces zones de lecture ou pas de lecture. Et encore pire, en l'école maternelle, il n'est même pas obligatoire d'avoir une BCD, une base documentaire dans des écoles, alors qu'on sait que nous, l'approche de la lecture est importante avant 6 ans et est très peu rattrapée après, même si on organise un très beau CDI. Donc il y a vraiment, tous ces travaux-là sont importants, mais tous ces travaux-là sont très difficiles à mettre parce qu'ils ont une approche systémique un peu globale, et donc ça nécessite des investissements un peu forts. Et parce qu'il vous faut des cohortes qui en fait valident vos recherches, c'est ça? Premièrement, il nous faut des cohortes valides. Deuxièmement, on s'associe avec des autres acteurs de la recherche. Donc, moi, chercheur en sciences de l'éducation, c'est quand même particulier d'aller chercher des médecins, des spécialistes de la vision, pour qu'on trouve un terrain commun, pour qu'on trouve un financement commun, pour qu'on trouve ensuite une collectivité qui soit prête à investir, en sachant qu'on peut, un des résultats quand même qu'on voit internationalement, qui peut se retrouver chez eux, c'est que, bah oui, les conditions de lumière, les conditions d'acoustique, les conditions de renouvellement de l'air sont pas optimales
pour enseigner, alors que ces collectivités ont peut-être pu rénover il y a 4 ans ou 5 ans et ont peut-être pas de budget de rénovation maintenant. Donc c'est assez compliqué parce que c'est plurifactoriel. Et puis aujourd'hui, on est aux prémices. Le premier vrai gros rapport théorique qui a été sorti, au moins vulgarisant en 2015 par l'anglais George Barrett, il était théorique dans la classe et il abordait tous ces éléments-là, mais il n'y en a pas eu d'autres aujourd'hui de cette force-là. Donc il faut maintenant le vérifier sur le terrain. Parce que toutes les choses ne sont pas aujourd'hui entre la théorie et la pratique. Par exemple, M. Barrett a fait des évaluations de la qualité de l'air théorique avec des enfants assis. Donc c'est complètement, quand nous les reteste avec des enfants debout, ça n'a plus rien à voir. Merci. Alors il faut qu'on rattrape le temps qui a été pris sur les autres, donc on va se laisser le temps encore d'une ou deux dernières questions. Attention. Hop. Merci. Du coup, Frédéric Herbèche, conseiller départemental du Val d'Oise. Alors, j'entends bien que, j'ai écouté le début de l'intervention notamment, et j'entends bien que le ministère se trouve être pas forcément le mieux placé pour donner des indications aux collectivités sur le bâti, le mobilier scolaire. Toutefois, en tant que collectivité, on est sollicité régulièrement par les enseignants qui eux-mêmes sont interpellés par leur corps d'inspection avec des documents qui sont réalisés par, a priori, la DGESCO sur fonctionnalité des salles, comment doit être aménagée une salle d'enseignement. Alors, discipline par discipline, et donc on se retrouve avec, en fonction des années des crues, en fait, soit les profs d'art, musique, art plastique, soit des enseignants de technologie qui disent « Ah, réforme du programme, voilà comment faire votre laboratoire de sciences ». Et nous, en termes de collectivité, donc du coup, on reçoit ça, donc on répond aimablement aux établissements scolaires, aux enseignants, que malheureusement, c'est bien intégré, mais que tout ça s'inscrit dans le cadre d'un grand plan de restructuration des établissements. Il faut savoir que quand c'était une période idéale, dans le milieu des années 2000, on avait tendance à dire qu'un bâti devait être restructuré, en tout cas revu dans sa fonctionnalité tous les 20 ans. Ça, c'était avant la crise. Ouais, maintenant, à mon avis, il faut la vivre toute sa scolarité, ça c'est sûr. Maintenant, il faut toute sa carrière, si on reste dans l'établissement, toute sa carrière. Et donc, du coup, ça répond au fait que changer, c'est compliqué pour nous sur une grande échelle. Ça pose du coup la question de la place du ministère et de la possibilité du ministère d'échanger entre corps disciplinaires pour savoir ce qu'ils veulent vraiment dans un collège ou dans un lycée. Parce qu'individuellement, nous on essaie de restructurer tout ça avec quand même une vision. Alors là, je rejoins le corps universitaire, on ne sait pas ce que deviendra le bâti dans 20 ans. Ça va évoluer, ça sera autre chose. Forcément, on est dans la mutualisation. Et déjà, dès aujourd'hui, en fait, on essaye de tendre vers des espaces mutualisés. Et là-dessus, on convient tous. En fait, on dit, la salle de classe telle qu'elle était, en tout cas très définie à l'avance, on ne pense pas que ça soit la situation. Et quand je vois les projets retour, même ceux que j'ai vécus pendant 1 an dans le Val d'Oise, mais quand je vois et les échanges que j'ai eus, je me dis, mais en fait, donc ça c'était sur le bâti, en fait, sur la formation, en tout cas, il y aurait peut-être besoin de revoir la formation des enseignants du second degré. Parce que les plus éclairés semblent être les enseignants du premier degré, qui mettent ça depuis des années en place, en fait. Ces aménagements-là, ces îlots, ils n'appellent pas ça innovant, en fait. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et donc, peut-être à la formation initiale, peut-être que du coup, il faudrait envoyer les enseignants du second degré dans la formation du premier degré dans un premier temps, histoire de les mettre dans le bain en disant l'autonomie de l'élève. Les élèves en premier degré ont le droit de se lever, de se déplacer, d'aller dans différents espaces. Ils ont même des ateliers cuisine dans la classe. Et donc, du coup, il y a cette mixité et une responsabilité du ministère, me semble-t-il, à ces 2 niveaux. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. On a énormément à apprendre de l'école maternelle. C'est vrai qu'à l'école maternelle, il y a une organisation incroyable dès le départ. C'est vrai que les élèves ont la possibilité de faire plein de choses, d'avoir des coins, des espaces différents, des façons de s'asseoir différentes. C'est vrai que progressivement, on perd ça au fil de la scolarité. On ne pourra pas, pour répondre à votre question, on ne pourra pas ne pas avoir une réflexion avec les inspections générales sur la discipline. C'est sûr que mais ça se met en place progressivement. Actuellement, il y a un travail autour, Laurent en parlait, autour des CDI. Un nouveau vademecum qui va sortir et qui aura un chapitre consacré justement à l'espace. Donc progressivement, ça se met en place, mais c'est vrai que c'est une thématique. Même si elle est ancienne, elle est à l'étranger, en France, elle commence à prendre toute son envergure.
Et voilà, ce travail se met en place, mais voilà, le temps du ministère n'est pas le même temps que celui des collectivités. Et donc, il y a voilà, un travail qui se met en place. Merci, je vais être obligé de jouer les frustreurs. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à cette table ronde très enrichissante. Et je laisse poser les questions qui viendraient aux gens qui sont dans le public, parce qu'on va devoir enchaîner sur une autre table ronde. Mais je suppose que vous restez à l'écoute des gens qui auraient des questions à vous poser. Merci à toutes et à tous encore une fois.